Health, nous, on est un acteur leader dans le passage au digital des laboratoires de pathologie. Je pense que rien ne se fait sans ça. C'est le point de départ de tout le reste. C'est accompagner les pathologistes dans une nouvelle pratique de leur métier avec des solutions numériques, un flux d'informations différents, et puis de plus en plus aussi des outils voilà, dérivés de l'intelligence artificielle qui viennent aider le pathologiste dans son travail, son organisation, sa prise de décision. Voilà. Et après, on se retrouve avec effectivement la possibilité en plus d'accéder à ces données qui du coup deviennent accessibles parce qu'étant numériques et donc qui peuvent avoir une deuxième vie vers des usages plus recherche clinique. Donc on est aussi de plus en plus aspiré vers ce secteur de la gestion de données à des fins de recherche. Et je pense que les deux pieds sont essentiels, le soin, le diagnostic et la recherche, et qu'ils se renforcent l'un l'autre. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à Tribun Health en France et dans pas mal d'autres territoires. On voit quand même une explosion du nombre de projets de pathologie numérique. Et quand je dis explosion, le terme est choisi à dessein. C'est vrai que ça a été très long. Ça fait 15 ans qu'on a commencé à parler de pathologie numérique. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on va y aller ou pas. La question est d'y aller et d'y aller assez vite. Il y a même une notion d'urgence à un certain nombre de services. Donc je pense que la photo qu'on a aujourd'hui, finalement, où on peut compter sur les doigts de la main les services qui sont en pathologie numérique, cette photo, elle ne va pas rester comme ça très longtemps. Hein. Il y a vraiment beaucoup de projets. Et si je regarde, parce qu'on a une couverture à Tribun qui est européenne et Amérique du Nord, c'est le cas dans toutes ces géographies. C'est-à-dire, c'est pas seulement en France où on est un taux d'équipement faible aujourd'hui, mais une explosion des projets, on l'a dans tous les pays. Alors la Scandinavie, l'Angleterre sont un peu plus en avance. Les États-Unis sont un peu plus en retard que la France même. Donc voilà, mais globalement, on est à moins de 10% d'équipement dans le monde. Et ça ne va pas rester longtemps comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est très clair. Les gouvernants, en France, c'est le cas. Il y a des investissements qui sont fléchés par le ministère. Il y a des nouveaux codes de remboursement aux États-Unis. Il y a du financement innovation en Angleterre. Bon, voilà. Donc, quels que soient les pays, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que le passage au digital du diagnostic anapath, c'est quelque chose d'essentiel dans la prise en charge diagnostic d'un patient, notamment en oncologie, notamment dans un contexte de médecine de précision, et c'est ça qui, à côté évidemment du manque de pathologistes, de la nécessité de réorganiser, mais vraiment nourrit cette transformation. Donc ça, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique en ce moment très claire d'équipement et que ça va rejoindre des mouvements qu'on a connus en radiologie il y a 10 ou 15 ans hein, sur un phénomène assez identique. Et côté pathologiste, moi je vois quand même il n'y a plus beaucoup de résistance, mais globalement il y a il y a des attentes et ces attentes elles viennent d'abord du passage au digital. Avant même l'IA, c'est quelque chose dont tout le monde parle mais qui est finalement assez peu utilisé encore en diagnostic en tant que les cas. La première demande c'est la réorganisation du plateau technique, la capacité de gérer la distance, la capacité de travailler en réseau, la capacité de communiquer. La capacité de faire du home office, voilà, c'est tout ça qui nourrit. Et là-dessus, on a aujourd'hui des modèles économiques, c'est un investissement qui est réel, mais on a des modèles économiques qui permettent de justifier par la réorganisation du plateau technique et les économies que cette réorganisation induit. Et ça, on le trouve, ce qui est très intéressant, à la fois dans les laboratoires privés, qui s'organisent avec des hubs de pathologie régionaux ou nationaux, et également à l'hôpital où on voit une concentration et un rapprochement des services hospitaliers dans tous les grands CHU qui se réorganisent comme ça et qui souvent avaient plusieurs plateaux qui en forment un seul, etc. Donc ça, c'est vraiment le levier de réorganisation qui fait du sens pour un directeur d'hôpital ou un directeur de laboratoire privé. Et l'IA va venir derrière avec une dimension elle-même très intéressante, productivité et précision, je pense. n'est pas un client qui nous dit on veut revenir en arrière. Tous ceux qui ont adopté, y compris les gens qui étaient un peu frileux au départ,
une fois qu'ils ont passé, hein, c'est une courbe, hein, vous devez au début apprendre, donc vous êtes moins efficace qu'au microscope, évidemment, les premières semaines. Mais une fois que vous avez passé cette courbe en U, que vous êtes dans le bras qui remonte, vous ne revenez jamais en arrière. Ça, c'est constaté partout. On a des solutions aujourd'hui qui sont web, donc qui sont facilement accessibles en mobilité, sur n'importe quel environnement, qui sont très fluides, ça va plus vite maintenant qu'au microscope, qui peuvent être accessibles de chez soi, de l'extérieur de la structure de soins, du laboratoire. Encore faut-il que les pare-feux soient effectivement ouverts. Et là, ça s'oppose avec des directions informatiques qui sont devenues extrêmement méfiantes. Et on peut le comprendre vu les menaces qui pèsent régulièrement en termes de cybersécurité sur les structures de soins. Donc, on a cette double opposition. Il y a quand même des solutions, hein. Nous, on a des clients qui ont ouvert, qui permettent le travail à domicile dans des contextes opérationnels. Donc voilà, c'est du travail et la cybersécurité, c'est un coût aussi. C'est-à-dire qu'il faut mettre en face les infrastructures qui le permettent. Mais il y a des solutions pour travailler à distance en web sur les lames virtuelles. On voit les institutions s'emparer de cette notion d'archives de données multi-sources, multi-échelles, pour être capable d'aller vers demain des études assez larges. On a les grands éditeurs aussi, je pense, des gens comme Philips, comme General Electric, etc., qui travaillent sur des entrepôts de données à très grande échelle autour d'un VNA, hein, donc les archives centralisées neutres des institutions. Donc ça y va. Après se pose l'harmonisation des données autour de leur indexation et des ontologies, parce que là, on parle de données un peu brutes. Donc, il y a les annotations, effectivement, mais il y a aussi savoir les requêter, ces données. Et plus on crée des entrepôts, et plus on crée des entrepôts larges, la question des ontologies se pose. Ça, c'est des sujets qui sont encore peu abordés, mais qui vont devenir essentiels si on veut que cette donnée elle soit correctement structurée pour être exploitable, parce que la donnée image en tant que telle n'est pas suffisante et il faut être capable de la retrouver sur des queries des requêtes qui vont être de plus en plus fines, hein, parce qu'on cherche des patients, on est dans un contexte de médecine personnalisée ayant des critères d'inclusion, etc., extrêmement fins. Voilà, donc ça, je pense que les ontologies, alors il y a des solutions, il y a des dictionnaires, il y a des thésaurus médicaux, il y a des systèmes d'ontologie, il y a des règles autour de l'OMOP. Il y a des standardisations aussi de ces flux d'informations en mode web, autour de technologies de type JSON ou autres qui permettent d'y aller, mais je pense qu'il y a un énorme travail de standardisation et d'interopérabilité à faire. Il y a quelques initiatives. On a vu que la région Île-de-France accompagnait les institutions hospitalières d'Île-de-France pour travailler sur ce sujet. Ça serait bien que ces sujets soient effectivement au cœur des réflexions et des architectes de ces entrepôts de données de santé. Je pense que si on ne veut pas juste avoir des pétaoctets inutilisés, il faut s'emparer de cette interopérabilité très très vite. Heureusement, on a maintenant un modèle financier avec un retour sur investissement sans l'IA en pathologie numérique. Et c'est pour ça, je pense qu'on rencontre une demande massive. Et ce modèle économique et ce retour sur investissement, il s'appuie sur la réorganisation des plateaux techniques centralisés avec des médecins à distance et la gestion du flux d'informations dont on parlait au début. Donc aujourd'hui, on est capable de convaincre un directeur de laboratoire privé, un directeur d'hôpital, de l'intérêt et des bénéfices même financiers qu'il peut trouver à passer en pathologie digitale indépendamment de l'IA. Alors l'IA va être, on le conçoit assez bien, un élément supplémentaire qui va venir encore améliorer le retour sur investissement. Et je pense qu'il y a de l'IA qui va améliorer le retour sur investissement en faisant gagner du temps. Donc là, on va avoir un gain de temps, donc de temps médecin. Et puis, il va y avoir de l'IA qui va permettre d'aller faire des choses nouvelles. Et donc, on pourrait là avoir un gain de facturation dans l'autre sens, c'est-à-dire accéder à des remboursements, par exemple, parce qu'effectivement, c'est un test qui en remplace un autre qui était lui-même à la cotation, etc. Sur le premier, le gain de temps,
On est face à une difficulté de monétisation. Je ne suis pas sûr qu'on ait des remboursements supplémentaires parce qu'on considère que c'est dans la pratique finalement du pathologiste que de faire un comptage de biomarqueurs ou de faire son tri des lames et de repérer ces biopsies de prostate avec les micro-foyers de carcinome. Si on démontre un gain de temps avec l'IA, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est une discussion qu'on commence à avoir parce que c'est pas parce qu'on va plus vite qu'on peut forcément aller chercher d'autres examens ou réduire la masse salariale. Et donc, voilà, le modèle économique autour de ce type d'IA est, à mon avis, encore à démontrer. Et explique aussi entre la performance qui n'est pas forcément complètement démontrée d'un point de vue médical et le modèle économique qui n'est pas encore pleinement établi, je pense, une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup percé en IA en pathologie.